bonsoir à tous, c'est magnifique d'être dans ce bâtiment. Je ne sais pas si vous trouvez comme moi que ce bâtiment est tellement beau. Moi, quand je vois ce bâtiment, j'ai envie de faire centre patronal. C'est un métier fantastique. Des bureaux fantastiques, on a 30 000 amis qui payent les cotisations, et ça va encore se développer. J'ai donné une conférence sur l'échec la semaine dernière. Je voulais faire exactement la même conférence. On m'a dit que non, parce qu'elle a pris 25 minutes. Donc aujourd'hui, on m'a donné 10 minutes. 10 minutes pour me présenter, 10 minutes pour vous faire un peu de théorie et 10 minutes pour vous donner quelques exemples. Je sais qu'ils n'aiment pas, ils vont couper. On est 5 intervenants ce soir. C'est un plaisir d'être avec des intervenants de cette qualité. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on faisait passer en premier. Alors je ne sais pas, je suis peut-être le plus âgé, ou je suis peut-être celui à qui on veut... Enfin, c'est toujours plus facile de passer avant qu'après, surtout après certains d'entre vous. J'ai commencé à vivre des échecs et des erreurs. Il y a des échecs, des difficultés, et puis des succès il y a 51 ans, en Suède, dans le Grand Nord, là vous savez où on dort la moitié de l'année. Et en fait, j'ai réalisé que la particularité avec la vie, c'est qu'on est en permanence entre échec et réussite. Combien de fois un enfant qui est en train d'apprendre de marcher tombe? C'est phénoménal. Il tombe et puis il tombe toujours sur ses fesses. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça. Il se fait pas mal, mais il tombe, il retombe. Et en fait, en permanence, il est en train de vivre des échecs qui l'amènent à autant de succès. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste me présenter. Ça a été fait de manière sommaire. Aujourd'hui, je dirige un groupe que j'ai créé il y a 17 ans. Moi, j'ai 51 ans, je me suis mis à mon compte à 25 ans. Je suis donc passé de ce stade employed à self-employed, employé à employé par soi-même il y a 22 ans. Et aujourd'hui, pour ne pas vous raconter toute l'histoire, c'est un peu long. Aujourd'hui, je dirige un groupe qui est essentiellement basé qui est une société d'investissement. Et on investit dans des participations dans des sociétés privées non cotées, dans l'immobilier, jusqu'à quelques mois, parce que ça s'est fortement ralenti, comme vous le savez peut-être. Dans les loisirs, on a également une participation importante dans une franchise indépendante qui détient le business de Nespresso et de la durée dans certains pays d'Europe. Et puis parallèlement à ça, je donne des cours à HEC, je tiens une rubrique dans bilan, j'ai quelques conseils d'administration, etc. Pour parler de l'échec, pour parler du succès, j'ai voulu... Non, je ne vais pas faire la conférence sur l'échec. Pour parler du succès, j'ai d'abord essayé de trouver quelques formules. Après, je vous raconterai quelques expériences personnelles. Je pense que tout d'abord, pour avoir du succès en tant qu'entrepreneur, au sens figuré du terme que je suis, je crois qu'essentiellement, c'est la capacité de tout faire. Quand on quitte un job, quand on est employé, généralement, on fait une chose, ou 2 choses, ou 3 choses. Quand on quitte cette situation d'employé à employé par soi-même, quand on se met à son compte, on doit tout faire. On doit trouver les bureaux, les aménager, faire le ménage, aller à la poste, négocier avec les fournisseurs, parler avec les clients, s'occuper des questions de ressources humaines. On doit tout faire, tout faire. Il faut avoir une capacité de tout pouvoir gérer qui est absolument phénoménale. Ensuite de ça, il y a quelque chose quand on développe des affaires pour soi, parallèlement à des affaires pour d'autres, c'est que le coût de l'erreur peut être il est trébuchant. Ça coûte très cher et très très vite. Et là, il y a une première chose qu'on doit intégrer quand on se met à son compte, c'est la notion de bénéfice net, de résultat final. Vous savez, celui qui est tout en bas de la ligne. Alors j'ai toujours tendance à dire que ceux qui n'arrivent pas à faire du bénéfice, ils font de l'EBITDA. Puis ceux qui font de l'EBITDA, ils font de l'EBIT. Ceux qui n'arrivent pas à faire de l'EBIT, ils font du chiffre d'affaires. Ceux qui font du chiffre d'affaires, ils font des business plans. Mais il y a des business plans, du chiffre d'affaires, l'EBIT et de l'EBITDA qui arrivent à se négocier. Donc pour avoir du succès, il faut des ressources, il faut des moyens. Au début, il faut de l'argent. Ensuite, une fois qu'on a l'argent, il faut des ressources. Et ça, c'est une frustration supplémentaire qu'on a quand on est dans cette étape self-employed. C'est la difficulté de trouver des ressources. On peut avoir la plus belle opération qu'on peut réaliser sur un plan économique, mais ce n'est pas forcément possible de le faire en termes de ressources, parallèlement à une autre société. Une des autres raisons, une des autres causes, une des autres raisons qui amènent au succès, c'est les heures de travail.
on travaille tout, enfin on travaille, certains travaillent 40 heures par semaine. Vous savez, on a tous beaucoup autour de nous, et certainement un certain nombre d'entre vous, et je ne fais pas le jugement de valeur, hein, à la fin de la journée, c'est peut-être certainement eux qui ont raison. On travaille tous 40 heures, 48 ou 47 heures, 47 semaines par an. Donc à partir du moment donné où vous rajoutez des heures à ça, vous prenez un avantage concurrentiel énorme sur les gens qui travaillent à côté de vous. Les heures de travail. Si vous travaillez de l'âge de 25 ans à 60 ans, si sur 40 ans vous travaillez 2 heures de plus par jour que votre concurrent qui travaille 40 heures par semaine, par jour je veux dire 7 jours par semaine, pas les 5 fameux jours, y compris quand vous êtes en vacances. J'ai fait un calcul, je ne me rappelle plus exactement des chiffres exacts, mais votre vie professionnelle va avoir à peu près 15 ans de plus que celle de votre concurrent. Ça vous donne un avantage concurrentiel qui est indéniable. Ensuite, il y a la rapidité d'action, c'est-à-dire que, et ça c'est l'avantage quand on est petit et quand le processus de décision est rapide, c'est la rapidité d'action. C'est-à-dire que quand on prend une décision, souvent on est seul ou associé, hein, c'est d'autres formules, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours pris les décisions seul, j'ai toujours été le seul actionnaire de mes sociétés, et je prends une capacité de prendre des décisions très très rapidement, et ça me donne bien entendu un avantage concurrentiel par rapport à celui qui va écouter, qui va faire un executive summary, qui va faire des business plans et des budgets. Les budgets par ailleurs, avec les budgets on fait jamais le chiffre d'affaires projeté, on dépense toujours plus, hein, donc les budgets c'est fait pour être revu. Donc la rapidité d'action est quelque chose d'important. Et puis, il faut que lorsqu'on prend une décision, que ça soit dans une phase positive, c'est-à-dire dans une phase de construction d'un business, il faut croire à 100% dans son business, il ne faut pas avoir l'angle d'une hésitation. Si on a l'angle d'hésitation, on avance, c'est comme pour passer un passage piéton, ou un croisement, c'est de se lancer. Si on attend, si on hésite, eh bien on perd cet avantage concurrentiel, on ne croit pas en soi-même. Mais ça va aussi bien quand on développe des affaires que quand on doit prendre des mesures, et des mesures pour couper une perte, pour couper un business qui ne va pas, pour prendre des mesures avant une période économique plus difficile. Et puis, il y a, je dirais que de manière générale, pour avoir du succès dans les affaires, il suffit de regarder, on a une chance énorme en Suisse, c'est qu'on a une qualité de travail qui est fantastique, on a une qualité de vie qui l'est aussi, et puis on a un avantage concurrentiel par rapport aux gens qui sont sur notre territoire, c'est qu'on est un peu plus lent que les autres. Enfin, la Suisse est un peu plus lente, elle a un peu plus de temps pour réagir. Alors de temps en temps c'est bien, parce qu'elle n'est pas rentrée dans l'Union Européenne, enfin bien pour l'instant. Et de temps, elle réagit lentement, elle n'a pas compris par exemple que le secret bancaire c'était fini il y a quelques dizaines d'années, mais donc, de temps en temps elle se fait choper. Mais on a une chance énorme, c'est que les choses sont un tout petit peu plus lentes ici, et qu'il y a énormément de créativité à l'extérieur. De la créativité qui est beaucoup plus difficile à appliquer, à mettre en œuvre, parce qu'il y a les acquis sociaux français où vous avez 100% de charge sociale, où vous avez des grèves en Italie pour appliquer certains projets. Donc, regardez ce qui se passe à l'extérieur. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il y a tellement d'idées fantastiques qui se passent dans les pays anglo-saxons, dans le nord de l'Europe. Enfin, il y a des pays qui ont une créativité absolument fantastique. Et puis qui sont un tout petit peu plus rapides que nous, donc regardez ce qui se passe ailleurs et piquez ces idées, quoi, et puis appliquez-les. Je veux dire, c'est pas tellement compliqué. Et puis, il y a autre chose, c'est la modestie, c'est-à-dire que c'est de regarder pourquoi les autres se plantent. Pourquoi les autres se plantent dans les différents secteurs? Pourquoi régulièrement il y a des promoteurs immobiliers qui se ramassent? Pourquoi est-ce qu'il y a des... pourquoi il y a régulièrement des crises qui amènent à des échecs importants, ou en tout cas visibles? Eh ben, c'est que c'est simplement l'attitude. C'est-à-dire le succès amène l'argent, l'argent amène des ailes, les gens l'évitent, et bien sûr qu'on peut avoir tendance ici et là à se sentir porté par une force ou une puissance liée au pouvoir de l'argent, au pouvoir du succès, à la reconnaissance, aux médias, etc. Mais regardez simplement, c'est juste des questions d'ego. C'est-à-dire que dès qu'on commence à fonctionner avec sa tête par rapport à fonctionner avec on peut appeler ça son cœur, ses tripes, whatever. Mais dès qu'on commence à fonctionner avec sa tête, l'argent, la question de reconnaissance, le besoin de reconnaissance, la peur de décevoir se met en route. Donc à partir du moment donné où on fonctionne trop avec la tête, ça ne fonctionne pas. Je vais vous citer
deux, trois petits exemples assez brièvement. Je ne sais pas où on en est au point de vue du temps, il n'y a pas de compteur, donc c'est assez agréable. C'est bon, merci. Donc, je vais vous raconter quelques expériences. Moi, j'ai commencé, j'ai pas fait d'études, j'ai commencé à travailler à 15 ans, d'abord dans des usines. C'était un drame pour mes parents. Mon père a fini par me dire, va faire ce que tu veux. J'ai travaillé dans une usine de pneus, j'ai livré des fleurs, j'ai tout fait. C'était chouette, je gagnais 1000 francs par mois. C'était énorme à 15 ans. Et du reste, je relève que 15 ans, c'est moins 5 ans. Il y a 35 ans, les salaires pour ceux qui ont 15 ans, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Il y a des choses comme ça qui n'ont pas augmenté. Donc gagner à peu près 1000 francs, c'était beaucoup d'argent pour l'époque, ça l'est toujours aussi beaucoup quand on a 15 ans. Et puis bon, j'ai fini par réaliser qu'il fallait que je fasse quand même quelque chose, parce que même si je gagnais beaucoup d'argent, ça ne me nourrissait pas suffisamment. Alors j'ai enlevé ma boucle d'oreille, j'ai mis une montre sur mon tatouage qui était sous le poignet, j'avais quand même réfléchi que potentiellement il pourrait y avoir un changement. Et puis j'ai mis une cravate, j'ai été travailler à la Banque Populaire Suisse, qui n'existe plus. Puis j'ai fait un apprentissage là-bas. J'étais en échec scolaire très clairement avant de faire ça. J'ai tout juste réussi à devenir apprenti à la Banque Populaire Suisse parce que j'ai appris quelques mois après le début qu'en fait j'avais été pris et que j'étais le 16e sur 15. Mais ce qui était un moteur assez satisfaisant. Et puis le moteur m'a amené aujourd'hui à donner des cours à HEC sans Matu et sans Uni. Donc c'est la preuve que tout est possible. J'ai fait mon apprentissage, j'ai ensuite rejoint le Crédit Suisse. Crédit Suisse m'a envoyé aux États-Unis assez rapidement. J'étais engagé dans le département administration titres. 6 mois après ou 8 mois après, moins d'un an après, je dirigeais ce département administration titres. Ensuite, je leur ai dit, du haut des 23 à 22 ans, je leur ai dit que je voulais former comme gérant de fortune. Le premier client que j'ai reçu m'a demandé où était la personne qui s'occupait de son compte. C'est des expériences dont on se rappelle. Et puis, un jour, c'était dans une de ces bulles bancaires où on s'arrache tous les employés. À 23 ans, soi-disant chasseur de tête, à 23 ans c'était assez amusant, mais sur le moment c'était assez flatteur. Je gagnais 2700 francs par mois. Il y a un chasseur de tête, enfin une agence de placement, mais moi j'appelais ça chasseur de tête, qui est venu me proposer un job à la Citibank Genève. C'était fantastique, Citibank Genève, et quand ils m'ont dit le salaire, c'était 6000 francs par mois. C'était 6000 francs par mois il y a 25 ans. Donc naturellement, j'ai rejoint la Citibank pour l'argent. Ils m'ont raconté, ils m'ont pitché le job. Ils m'ont expliqué de quoi ça allait être. Ils m'ont dit que vous allez être account exécutif. Account exécutif en français, ça veut dire chargé de relations. Mais en vrai français, ça veut dire steward. Vous savez, les gérants de fortune aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gérants de fortune dans la salle ici? Il n'y en a plus, des gérants de fortune. C'est bien. J'ai rencontré un gérant de fortune l'autre jour à Genève, un gars de 40 ans. Et puis on parlait de rémunération. Et lui, il me dit, moi je suis sous-directeur, ou grand directeur. Non, je suis sous-directeur. Non, je suis directeur. Je gagne 800 000 francs par an. Waouh! Je gagne 800 000 francs par an. Je dis, mais c'est quoi ton métier? Gérant de fortune, acquisiteur, etc. Je dis, c'est quoi ton métier? Il me dit, je suis banquier. Je dis, non, t'es pas banquier. Il dit, comment ça, t'es pas banquier? Je dis, si, non, t'es pas banquier. Un banquier, c'est Charles Pictet ou Thierry Lombard. Un employé d'une banque, quel que soit son niveau, qui est banquier. Il me dit, non, je suis quoi? Je dis, mais dis-moi ce que tu es. Il me dit, je suis gérant de fortune. Je dis, non, t'es pas gérant de fortune. Un gérant de fortune, il sait lire un bilan, il sait faire de l'analyse fondamentale, il sait faire de l'analyse technique, il sait faire des sélections sectorielles pour ensuite faire ses différents choix d'investissement. Alors il m'a dit, je suis quoi? Et je lui ai dit, t'es steward. Alors il n'était pas content. Mais bon, je lui ai dit steward de jet privé. Hein? Mais, donc je ne sais pas pourquoi je vous racontais l'histoire de steward, mais toujours est-il, j'ai fait un move, j'ai pris une décision à ce moment-là pour l'argent. Et de faire les choses pour l'argent, et j'ai appris à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui inconsciemment est rentré en moi, c'est de ne jamais faire les choses pour l'argent. Quand vous faites les choses pour l'argent, et Dieu sait si j'ai connu des gens qui l'ont fait, indépendants ou employés, quand vous faites des choses pour l'argent, vous avez 50% de votre énergie qui pense à argent du matin au soir. Comment je peux faire plus d'argent? Et quand vous avez 50% de votre énergie, je ne sais pas de quel côté du cerveau, on sait, mais enfin, vous les deux, quand vous avez 50% de votre énergie qui est prise à penser comment je peux faire plus d'argent, bah, vous imaginez, bah, vous avez la créativité, la force de travail, l'énergie, etc. Vous ne l'avez pas. Ça s'est bien passé parce que Crédit Suisse est venu me rechercher et je suis parti faire un executive training programme à New York avec des gens, enfin ils m'ont réengagé au tarif de Citibank, donc ça c'était plutôt bien. Et puis ils m'ont envoyé faire un programme, ça s'appelait Management of Tomorrow. Ils m'ont envoyé faire un programme avec des gens qui avaient tous 10 ans de plus que moi et j'ai fait ce programme. Le cours que j'ai fait, il y avait des garçons comme Olivier Stemmer, il y avait
différentes personnes qui sont devenues des exécutifs de très grandes boîtes suisses. Mais là encore, je vous disais par rapport à la modestie, c'est cette qualité peut-être que j'ai d'être modeste et de ne pas voir mon succès. Donc tout à coup, stop. tout à coup, je me suis retrouvé. Tout à coup, je me suis retrouvé dans une situation où je ne réalisais pas en fait avec qui je me trouvais, dans quel programme dans lequel j'étais. Et cette modestie m'a permis d'avancer. Je vais brièvement vous faire un shortcut et je vais passer à une expérience que j'ai vécue, à deux très brèves expériences. La première expérience, donc j'ai monté mon groupe, j'ai monté mon business dans la gestion de fortune, comme gérant de fortune indépendant, mais avec moins de 10 millions, et donc je faisais du comptage financier à côté. Enfin, je faisais pourquoi faire des métiers en séquence? On dit aujourd'hui, il faut faire plusieurs métiers dans une vie, parce que vous allez faire un métier de 20 à 30 ans, vous allez faire un métier de 30 à 40, et vu qu'on va travailler, non pas jusqu'à 65 ans, comme le dit notre Conseil fédéral, mais jusqu'à 75, voilà, on doit faire plusieurs métiers à la suite. Moi je dis non, on ne va pas faire plusieurs métiers, faisons-les ensemble, en même temps. C'est beaucoup plus enrichissant, c'est beaucoup plus marrant, beaucoup plus fun, etc. Donc je monte ma boîte de gestion de fortune que je développe dans le domaine immobilier. Et mon groupe, à un moment donné, en 2008, a quelque chose comme 200, un peu plus de 200 personnes. Je suis passé à ce moment-là de ce statut de self-employed à un statut de business owner. Donc je suis devenu employé par moi-même, à mon compte, un chef d'entreprise. C'est un pas qui est aussi difficile, si ce n'est pas plus difficile, que de passer d'employé à indépendant. Donc employé, indépendant, chef d'entreprise. Et puis quand vous êtes chef d'entreprise, ben, vous voulez devenir investisseur. Donc c'est la fin de la boucle. En 2008, j'ai un groupe, j'ai la Régie de la Couronne, j'ai Cofideco, j'ai une entreprise générale, j'ai une boîte de gestion de fortune, j'ai White Pot dans l'hôtellerie, etc. Donc je suis vraiment pilote, je suis plus dans l'opérationnel. Et en 2008, je mets en place, avec mon bras droit, mon homme de confiance et mon adjoint, je mets en place toutes les procédures de contrôle interne dans toute la boîte. Donc toutes les sociétés sont indépendantes, parce que les usines à gaz centrales, je voulais les éviter. Et je mets en place toutes les procédures de contrôle interne. Partout, sauf dans la société que lui gérait. Partout. Sauf dans la société où lui gérait. Et je voyais bien qu'il y avait un peu de retard. J'avais plein de signes. Mais vous verrez, et si vous êtes attentif aux signes, vous verrez que vous avez toujours plein de signes avant-coureurs d'une crise, d'un problème. Eh bien, cette personne qui avait mis en place toutes ces procédures de contrôle interne, dans tout le groupe, sauf dans la société financière que lui dirigeait, m'a fait un trou de demi. Faux dans les titres, abus de confiance, gestion déloyale, enfin la totale. À ce moment-là, ce que j'ai fait, on gérait quelque chose comme 200 millions à l'époque pour une centaine de clients. J'ai fait moi-même le contrôle, l'audit de tout ce qui s'était passé dans les comptes, parce que je devais voir tous les comptes de la société, je devais voir tous les comptes clients, je devais voir tout ce qui avait été affecté et touché. J'ai rencontré tous les clients. D'abord les clients lésés, que j'ai compensé immédiatement. Ça s'est arrêté à 2 millions, ça aurait pu être 20. Heureusement que ça s'est arrêté à 2 millions, sinon je serais certainement là pour, enfin je vous ai parlé de l'échec la semaine dernière. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré tous les clients, je les ai tous compensés, et puis j'ai rencontré tous les autres clients. Et à tous les clients, lésés et non lésés, j'aurais dit une chose, j'aurais dit, vu la situation et vu le travail que j'ai à faire, je ne peux plus m'occuper de gérer vos comptes pendant une certaine période. On est en mars 2008, on est 6 mois avant les subprimes, j'ai vendu tous les Lehman, j'ai vendu tous les produits structurés, j'ai vendu tous les Madoff, enfin tout ce qui ressemblait un peu à tout ce chenille. Et voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que, et naturellement, j'ai évité la crise pour mes clients, et mes clients aujourd'hui ont des performances depuis des années. Donc, vous pouvez avoir des situations dans lesquelles vous transformez les échecs en succès. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que on a toujours les signes avant-coureurs de ça. Il veut vraiment que j'arrête là. J'ai découvert un chanteur qui s'appelle Bastian Baker, que j'ai lancé, qui est un véritable succès. Et là, je vais simplement vous dire que c'est peut-être ça qui matérialise le plus la manière dont on peut, pourquoi est-ce qu'on peut avoir du succès. C'est qu'à un moment donné, on s'écoute. On écoute un sentiment, mais vraiment à l'intérieur de soi-même, on croit complètement en soi. Et quand on a ce projet-là, il y a une simple manière. Au lieu d'être mécontent pour toutes les choses négatives qui se passent, essayez simplement de vous projeter dans la situation dans laquelle vous allez être.
dans l'histoire de Bastère, moi je me suis imaginé sur un plateau de TF1, donc j'ai imaginé le sentiment, le bien-être que ça me donnerait d'être sur un plateau de TF1 avec lui, et je vous assure que si vous fonctionnez comme ça, au lieu de râler sur tout ce qui ne va pas, mais essayer de ressentir tout le bien-être que vous allez avoir dans une situation, vous allez arriver à tous vos objectifs, et ceci n'est pas une secte que je viens de monter, mais une expérience de vie. Je vous remercie de votre attention.